25 août 1944, 6h45 du matin. Place de l'Étoile, Paris. Le quartier-maître René Lamy essuya la sueur de son front malgré la fraîcheur matinale. Ses mains tremblaient légèrement sur les commandes de la tourelle du M10 baptisée Sirocco. Ancien marin de la Marine nationale, il n'aurait jamais imaginé se retrouver aux commandes d'un chasseur de chars américain au cœur de Paris. À travers ses jumelles, il observait la silhouette massive d'un char allemand garé sur la place de la Concorde. 2000 mètres les séparaient, presque 2 kilomètres de pavés parisiens, d'immeubles haussmanniens et de toute une guerre concentrée dans cette ligne de mire. Le char ennemi était un Panthère, 55 tonnes d'acier. Son canon de 75 mm à haute vélocité pouvait percer n'importe quel blindé allié à cette distance. Les Allemands le savaient. La doctrine de la Wehrmacht était claire. Aucun canon allié de ce calibre ne pouvait menacer un Panthère à plus de 500 mètres. Ils avaient tort. Ce que René Lamy s'apprêtait à accomplir allait défier tout ce que les experts en armement des deux camps croyaient impossible. Un seul obus de 76 mm, tiré par des marins français reconvertis en équipage de chars, allait démontrer que la détermination et le savoir-faire pouvaient transcender les limites théoriques de la balistique. L'histoire du Sirocco et de son équipage improbable commence bien avant cette aube parisienne. Elle commence dans les ports de la France libre, dans les usines américaines, et dans la volonté acharnée d'hommes qui refusaient d'accepter la défaite. La fumée qui s'élevait de la place de la Concorde ce matin-là racontait une histoire que les manuels d'armement n'avaient jamais prévue. Une histoire de détermination française, de précision navale, et d'un seul obus qui avait défié toutes les probabilités. Cette histoire mérite d'être racontée dans son intégralité. Automne 1943, Casablanca, Maroc français. Le capitaine de corvette Raymond Magyar contemplait le groupe d'hommes rassemblés devant lui sur le quai du port. 250 marins de la Marine nationale. Des hommes qui avaient navigué sur des croiseurs, des destroyers, des sous-marins. Des spécialistes du combat naval, de l'artillerie de marine, de la conduite de tir. Et maintenant, on leur demandait de devenir des équipages de chars. La création du régiment blindé de fusiliers marins était une idée du général Leclerc lui-même. La 2e division blindée avait besoin d'unités de chasseurs de chars. Les marins de la France libre, privés de navires par les accords d'armistice, brûlaient de reprendre le combat. La solution s'imposait d'elle-même. Nous étions des artilleurs de marine, expliquera plus tard le second maître Jean Garot dans un entretien d'après-guerre. On nous a dit que le M10 était comme un navire. Une tourelle, un canon, un équipage soudé. La seule différence, c'est qu'on roulait au lieu de flotter. Le M10 que les Français allaient recevoir était un engin américain né de l'urgence. Après l'entrée en guerre des États-Unis, l'armée américaine avait compris qu'elle avait besoin d'un chasseur de chars dédié. Le résultat était un véhicule hybride, un châssis de Sherman, une tourelle ouverte et un canon de 3 pouces, soit 76,2 mm. Les spécifications techniques étaient impressionnantes pour 1942. Le canon M7 de 3 pouces pouvait propulser un obus perforant à 800 mètres par seconde. À 1000 mètres, il perçait 92 mm de blindage incliné à 30 degrés. C'était suffisant pour détruire n'importe quel char allemand de l'époque. Mais les Allemands n'étaient pas restés immobiles. Le développement du Tiger avait commencé dès 1937, quand les ingénieurs de Henschel reçurent le cahier des charges d'un char lourd de percée. Les premières versions furent des échecs. Trop lourdes, trop lentes, trop complexes. Ce n'est qu'en 1941, après la rencontre traumatisante avec les T-34 soviétiques, que le projet fut accéléré. Le Tiger qui en résulta était un monstre d'ingénierie. Son blindage frontal de 102 mm était composé d'acier sémenté de haute qualité,
traité thermiquement pour maximiser sa résistance. Les plaques étaient assemblées avec une précision d'horloger, les soudures renforcées pour éviter les fractures sous l'impact. Son canon de 88 mm était une adaptation du célèbre Flak 18, l'arme anti-aérienne qui avait terrorisé les bombardiers alliés au-dessus de l'Afrique du Nord. Avec une vélocité initiale de 800 mètres par seconde, il pouvait percer 120 mm de blindage à 1000 mètres. À 2000 mètres, il restait capable de détruire n'importe quel char allié existant. Les premiers rapports sur le Tiger arrivèrent en France libre au printemps 1943. Les équipages britanniques en Tunisie décrivaient un monstre, 57 tonnes, un blindage frontal de 102 mm, un canon de 88 mm qui pouvait détruire n'importe quel char allié à 2 km. La rencontre initiale entre les Tigers et les forces alliées lors de la campagne de Tunisie avait été un choc. À Faïd, le 21 janvier 1943, 2 compagnies de Sherman américains avaient été anéanties par une poignée de Tigers. Les obus de 75 mm des Sherman rebondissaient sur le blindage allemand comme des balles de tennis sur un mur de béton. Les rapports d'après-action décrivaient des scènes cauchemardesques. Des Sherman touchés, 1500 mètres, leurs équipages n'ayant même pas le temps de comprendre d'où venait le feu. Des colonnes entières bloquées par un seul Tiger bien positionné. Des chars prenant feu instantanément sous l'impact des obus de 88 mm. Plus inquiétant encore, les premiers tests montraient que le canon de 76 mm du M10 ne pouvait percer le blindage frontal du Tiger qu'à très courte portée. Moins de 500 mètres dans des conditions idéales. En conditions de combat réel, il fallait s'approcher encore plus près. Les mathématiques étaient brutales. Le Tiger pouvait détruire un M10 à 2000 mètres. Le M10 devait s'approcher à 500 mètres pour avoir une chance. Le temps de parcourir cette distance sous le feu ennemi, le chasseur de chars français serait réduit en miettes fumantes. Mais les marins du RBFM n'étaient pas des tankistes ordinaires. Le capitaine de corvette Magyar réunit ses officiers pour leur exposer sa philosophie. « Nous venons de la marine, leur dit-il. Sur un navire, la précision du tir est tout. Un seul obus bien placé peut couler un croiseur. C'est la même chose ici. Nous n'aurons peut-être qu'un seul tir. Il faudra qu'il compte. » Les marins apportèrent avec eux quelque chose que les équipages de chars américains n'avaient pas, des décennies de tradition en matière de conduite de tir naval. Les systèmes de visée de la marine française étaient parmi les plus sophistiqués au monde. Les pointeurs avaient été formés à calculer des solutions de tir complexes, tenant compte de la vitesse relative, du vent, de la houle. Cette expertise n'était pas le fruit du hasard. Depuis la fin du XIXe siècle, la marine française avait investi massivement dans la science du tir naval. L'école de canonnage de Toulon, créée en 1856, était devenue une référence mondiale. Ces méthodes, constamment affinées, avaient permis à la marine de maintenir une précision exceptionnelle malgré les conditions les plus difficiles. Le principe fondamental était simple, chaque paramètre pouvant affecter le tir devait être mesuré, calculé et compensé. La distance, la vitesse relative de la cible, le vent, la température de l'air, qui affectait la densité et donc la résistance aux projectiles. L'usure du tube du canon, qui modifiait légèrement la trajectoire au fil des tirs. Ces calculs, effectués manuellement par des équipes entraînées, permettèrent d'atteindre des précisions remarquables. Un bon équipage de tourelles pouvait placer 50% de ses obus dans un cercle de 10 mètres à 10 km de distance. C'était 10 fois mieux que la moyenne des marines étrangères. Les marins du RBFM avaient intégré ces principes jusqu'à la moelle. Ils pensaient en termes de solutions de tir, de correction balistique, de zones d'impact probables. Pour eux, tirer sur un char était, conceptuellement identique, à tirer sur un navire. Plus facile, même, car le char était généralement immobile et le terrain stable. Plus important encore,
Ils apportèrent du matériel. Dans les soutes des navires qui avaient rallié la France libre, il y avait des instruments de précision, des télémètres stéréoscopiques, des calculateurs mécaniques de tir, des optiques qui surpassaient tout ce que l'industrie américaine produisait pour ses chars. Les marins installèrent discrètement ces équipements sur leur M10. Ce n'était pas réglementaire. Les manuels américains ne prévoyaient rien de tel. Mais personne ne protesta. La guerre était une affaire de résultats, pas de paperasse. Le 4e escadron du RBFM, auquel appartenait le Sirocco, adopta une tradition particulière. Chaque M10 reçut un nom de vent. Tempête, cyclone, mistral, ouragan, tornade. Et Sirocco, ce vent brûlant du Sahara que les marins coloniaux connaissaient en bien. C'était ironique, des marins, privés de mer, donnant à leurs engins terrestres des noms de vent. Mais cette ironie cachait une détermination farouche. Ils allaient balayer l'ennemi comme le Sirocco balayait le désert. Pour comprendre ce qui se passa sur les Champs-Élysées ce matin d'août 1944, il faut d'abord comprendre l'arme que René Lamy tenait entre ses mains. Le canon de 76 mm M7 était un descendant direct de l'artillerie navale américaine. Son ancêtre, le canon de 3 pouces anti-aérien, équipait les destroyers de la flotte du Pacifique depuis les années 30. L'adaptation pour le combat terrestre avait été rapide, presque improvisée. Mais le résultat était un canon remarquablement efficace. L'histoire de ce canon reflétait l'approche américaine de la guerre, pragmatique, industrielle, massive. Quand les États-Unis entrèrent en guerre en 1941, ils ne disposaient d'aucun canon anti-char moderne. Le petit canon de 37 mm qui équipait leurs unités était déjà obsolète face au Panzer III allemand. La solution vint de la marine. Le canon de 3 pouces anti-aérien Mark X était une arme éprouvée, produite en grande quantité. Il suffirait de l'adapter pour le tir terrestre. En moins de 6 mois, les ingénieurs de l'arsenal de Watervliet avaient créé le M7, une version terrestre du canon naval. Les chiffres bruts ne racontaient qu'une partie de l'histoire. Calibre de 76,2 mm, longueur de tube de 40 calibres, vitesse initiale de 792 mètres par seconde avec l'obus perforant M69. La production était typiquement américaine, massive, standardisée, implacable. L'usine Fisher Tank Arsenal de Grand Blanc, dans le Michigan, produisait les M10 au rythme de 150 par mois. Chaque véhicule était identique au précédent, assemblé sur des chaînes de montage inspirées de l'industrie automobile. Les ouvriers qui assemblèrent ces machines n'étaient pas des spécialistes de l'armement. C'étaient des fermiers du Midwest, des mécaniciens de Détroit, des femmes qui avaient quitté leur foyer pour prendre la place des hommes partis au front. Ils ne connaissaient rien aux chars, mais ils connaissaient le travail à la chaîne, et ça suffisait. En 1943, les États-Unis produisirent 4 993 M10, plus que la production totale de Tigers par l'Allemagne pendant toute la guerre. C'était la puissance de l'arsenal de la démocratie. Submerger l'ennemi sous un flot de matériel, même si chaque pièce individuelle était moins sophistiquée. Mais les chiffres ne capturaient non pas ce qui faisait la vraie force de cette arme, sa précision. Le canon M7 avait été conçu pour l'artillerie anti-aérienne, où la précision était une question de vie ou de mort. Chaque pièce était usinée avec des tolérances serrées, testée individuellement, réglée avec soin. Les rayures du canon imprimaient à l'obus une rotation parfaite, garantissant une trajectoire stable même à longue portée. Le système de visée était tout aussi sophistiqué. Le télescope M70D offrait un grossissement de 5 fois, avec un réticule gradué permettant d'estimer les distances et de compenser la chute du projectile. Un bon pointeur pouvait placer son obus dans un cercle de moins d'1 mètre à 1000 mètres. Mais à 2000 mètres, les manuels américains étaient formels. La portée pratique maximale du canon de 3 pouces contre des cibles blindées était de 1500 mètres. Au-delà, la dispersion devenait trop importante, la pénétration insuffisante.
tirer sur un char à 2 km était considéré comme un gaspillage de munitions. Les marins du RBFM avaient une autre opinion. Avec les télémètres stéréoscopiques récupérés sur les navires de la marine, ils pouvaient mesurer les distances avec une précision de quelques mètres, même à plusieurs kilomètres. Avec leur calculateur de tir, ils pouvaient déterminer exactement quelle élévation donner au canon pour compenser la chute du projectile. Et avec leur entraînement naval, ils savaient viser. Le quartier-maître Lamy avait passé des mois sur les tourelles secondaires du croiseur George Legge avant l'armistice. Il avait appris à anticiper le mouvement de la cible, à calculer les corrections en une fraction de seconde. Comparé au tir naval, viser un char immobile à 2 km était presque facile. Presque, car il restait le problème de la pénétration. À 2000 mètres, l'obus M79 n'avait plus que 68 mm de pénétration contre un blindage incliné à 30 degrés. Le blindage frontal du Tiger dépassait les 100 mm. La physique semblait implacable. Mais la guerre n'est pas faite que de physique. À l'automne 1944, de nouvelles munitions commencèrent à arriver dans les dépôts alliés. L'obus T4, bientôt rebaptisé M93, était une merveille de technologie. Un noyau de carbure de tungstène, plus dur que l'acier, enveloppé dans une chemise d'aluminium léger. Cet obus HVAP, pour High Velocity Armor Piercing, atteignait des vitesses de 1020 mètres par seconde à la bouche du canon. À 1000 mètres, il pouvait percer 135 mm de blindage. Même à 2000 mètres, sa pénétration restait supérieure à 90 mm. C'était encore insuffisant contre le blindage frontal d'un Tiger. Mais les chars n'étaient pas des monolithes de blindage uniforme. Ils avaient des points faibles, les flancs de la tourelle, le joint entre la caisse et la tourelle, les ouvertures de vision. Un tireur suffisamment précis pouvait trouver ces failles. Le développement de l'obus HVAP était lui-même une histoire remarquable d'innovation sous pression. En 1943, les métallurgistes américains avaient mis au point un processus pour créer des pénétrateurs en carbure de tungstène d'une dureté exceptionnelle. Ce matériau, normalement utilisé pour les outils de coupe industrielle, pouvait percer l'acier comme un diamant perce le verre. Le problème était le poids. Un obus plein de tungstène aurait été trop lourd pour atteindre les vitesses nécessaires. La solution fut le principe du sabot détachable. Le noyau de tungstène, relativement petit, était entouré d'une enveloppe d'aluminium léger. Cette enveloppe permettait d'utiliser les charges propulsives standards, puis se détachait après la sortie du canon, laissant le pénétrateur filer vers sa cible. Les premiers tests, à l'Aberdeen Proving Ground, en 1943, dépassèrent toutes les attentes. L'obus HVAP perçait des plaques d'acier que les obus conventionnels ne faisaient qu'érafler. À 1000 mètres, la pénétration était supérieure de 50% aux munitions standards. Mais la production était difficile. Le tungstène était rare, importé principalement de Chine et du Portugal. Chaque obus HVAP nécessitait des matériaux et des processus que l'industrie américaine peinait à maîtriser. En 1944, la production mensuelle ne dépassait pas 15 000 obus pour l'ensemble du théâtre européen. Cette rareté dictait les tactiques. Les commandants recevaient des instructions strictes. Les obus HVAP ne devaient être utilisés que contre les cibles les plus dangereuses, les Tigers et les Panthers, qui ne pouvaient être détruits autrement. Chaque M10 emportait typiquement 8 à 10, jalousement gardés pour les moments critiques. Les marins du RBFM reçurent leur allocation de munitions HVAP à la mi-août 1944. Chaque M10 emportait 8. 8 obus précieux à utiliser seulement contre les cibles les plus redoutables. Ils n'auraient pas à attendre longtemps pour les employer. La 2e division blindée débarqua sur Utah Beach le 1er août 1944, 2 mois après le jour J. Trop tard pour les plages sanglantes, mais juste à temps pour la course vers Paris. Pour les hommes de la division,
Ce débarquement avait une signification particulière. Beaucoup d'entre eux avaient quitté la France en 1940, lors de l'effondrement. D'autres l'avaient quitté encore avant, pour rejoindre les forces françaises libres. Tous rêvaient de ce moment depuis des années. Le général Leclerc lui-même avait fait le serment de Koufra le 2 mars 1941, après avoir capturé cette oasis italienne avec une poignée d'hommes. Ce jour-là, devant ses soldats épuisés mais victorieux, il avait prononcé ces mots. « Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs flotteront sur Strasbourg. » 3 ans et demi plus tard, ce serment n'était toujours pas accompli. Mais Paris se rapprochait. Le RBFM avançait avec le reste de la division à travers la Normandie libérée. Le paysage portait encore les stigmates des combats. Des carcasses de chars parsemaient les champs. Des villages entiers avaient été réduits en ruines. Les cadavres de vaches, gonflés par la chaleur d'août, jonchaient les prairies. Les combats étaient sporadiques, mais violents. Les Allemands en retraite laissaient derrière eux des embuscades, des mines, des poches de résistance acharnées. Un Tiger isolé dans un verger pouvait bloquer une colonne entière pendant des heures. Un groupe de fantassins avec des Panzerfaust pouvait transformer un carrefour en piège mortel. Les pertes s'accumulaient. Le 3 août, le M10 Ouragan sauta sur une mine près de Coutances. 2 membres d'équipage furent tués, les 3 autres grièvement blessés. Le 6 août, le Tempête fut touché par un Panzerfaust lors d'un passage dans un village. L'obus n'explosa pas, mais la nervosité s'installa. Nous apprenions le métier de tankiste, écrira plus tard le second maître Garot. La théorie était une chose, la pratique en était une autre. Chaque jour nous enseignait une nouvelle leçon. Parfois, la leçon coûtait des vies. Le 13 août, près d'Argentan, le 4e escadron du RBFM eut son baptême du feu contre les chars allemands. L'engagement fut bref, mais instructif. 3 Panzer IV tentèrent de contre-attaquer une colonne de la division. Les M10 du RBFM étaient en position sur une crête boisée, invisible dans la végétation. Le premier Panzer fut détruit à 800 mètres, le deuxième à 600. Le troisième fit demi-tour et s'enfuit, mais un obus le rattrapa à 1200 mètres, lui arrachant une chenille. Nous avons appris 2 choses ce jour-là, nota le lieutenant de vaisseau Richard dans son journal. D'abord, que notre canon était efficace à des distances que les manuels jugeaient impossibles. Ensuite, que les Allemands ne s'attendaient pas à être touchés à ses portées. Leur surprise était notre meilleur allié. Mais les Panzer IV n'étaient pas des Tigers. Le 18 août, la division reçut l'ordre de foncer sur Paris. L'insurrection avait éclaté dans la capitale. Les SFFI tenaient une partie de la ville, mais la garnison allemande résistait encore. Le général von Coltitz, commandant du Gros Paris, avait reçu l'ordre de Hitler de détruire la ville plutôt que de la livrer. La course contre la montre commença. Le groupement tactique 5, auquel appartenait le RBFM, progressa par Rambouillet. Les routes étaient encombrées de réfugiés, de colonnes de ravitaillement, de véhicules de toutes sortes. Les marins tankistes avançaient jour et nuit, dormant quelques heures dans leurs engins, mangeant leurs rations sur le pouce. Le 24 août au soir, les premiers éléments de la division atteignirent les faubourgs de Paris. Le Sirocco et le reste du 4e escadron entrèrent par la porte d'Orléans peu avant minuit. Les Parisiens déferlèrent sur les chars. Des femmes embrassèrent les équipages. Des hommes pleurèrent de joie. Des enfants grimpaient sur les blindages. Après 4 ans d'occupation, la France revenait. Mais la joie était prématurée. Les Allemands tenaient encore des positions clés. L'hôtel Meurice, où siégeait von Coltitz, le palais du Luxembourg, la place de la Concorde. Et surtout, ils avaient encore des chars. La garnison allemande de Paris comptait environ 20 000 hommes. C'était une force hétéroclite, composée de troupes de sécurité, de personnels administratifs et de quelques unités de combat. Leur morale était au plus bas.
La plupart savaient que la guerre était perdue. Beaucoup ne demandaient qu'à se rendre. Mais il y avait aussi des fanatiques, des SS convaincus que le Führer trouverait une solution miracle, des officiers qui craignaient les représailles s'ils désobéissaient, et quelques équipages de chars qui croyaient encore pouvoir infliger des pertes aux libérateurs. Un Panther et plusieurs véhicules blindés s'étaient retranchés autour de la place de la Concorde, couvrant les approches du ministère de la Marine et de l'ambassade américaine. Leurs canons commandèrent les Champs-Élysées, l'avenue Gabriel et la rue Royale. Le Panther était particulièrement dangereux. Ce char moyen, introduit en 1943, combinait le blindage incliné du T-34 soviétique avec l'excellence de l'ingénierie allemande. Son canon de 75 mm à haute vélocité pouvait percer le blindage d'un Sherman à 2 km. Son propre blindage frontal, incliné à 55 degrés, était pratiquement imperméable aux canons alliés de calibre moyen. L'équipage du Panther, commandé par un unterofficier dont l'histoire n'a pas retenu le nom, avait choisi sa position avec soin. La place de la Concorde offrait des lignes de tir dégagées dans toutes les directions. Les bâtiments environnants fournissaient une protection contre les attaques aériennes, et la distance jusqu'aux positions françaises les plus proches était d'environ 2 km. À cette distance, l'équipage allemand se sentait en sécurité. Les manuels étaient formels. Aucun canon allié de 76 mm ne pouvait menacer un Panther à plus de 500 mètres de face. Ils avaient tout le temps de repérer les approches ennemies, de prendre leurs décisions, de faire feu. Ils avaient tort. Toute approche frontale serait un suicide. Le capitaine de corvette Magyar étudia la situation sur une carte étalée sur le capot d'une Jeep. La distance entre l'Arc de Triomphe et la place de la Concorde était d'environ 2 km. Une avenue parfaitement droite, parfaitement dégagée, parfaitement mortelle pour quiconque s'y engagerait. Les options étaient limitées. Contourner par les petites rues risquait de prendre des heures et d'exposer les M10 à des embuscades de fantassins avec des Panzerfaust. Attendre des renforts d'infanterie prendrait trop longtemps. Chaque heure qui passait donnait aux Allemands le temps de se réorganiser ou, pire, d'exécuter les ordres de destruction de Hitler. C'est alors que le quartier-maître Lamy prit la parole. « Mon commandant, dit-il, à 2000 mètres, nous sommes hors de portée efficace de leur Panther. Mais avec nos optiques et un obus HVAP, nous pouvons les toucher. » Magyar le regarda longuement. Lamy était l'un de ses meilleurs pointeurs, un ancien de la marine qui avait tiré plus d'obus d'exercice que la plupart des artilleurs terriens n'en tireraient dans toute leur carrière. « Vous êtes sûr de pouvoir faire mouche à cette distance ?» Lamy hocha la tête. « Aussi sûr qu'on peut l'être, mon commandant. Le télémètre me donnera la distance exacte. Le vent est faible. La cible est immobile. C'est comme un exercice de tir naval, mais plus facile. Plus facile. 2000 mètres. Un seul obus. Le sort de Paris dans la balance. » Magyar prit sa décision. « Sirocco, en position sur la place de l'Étoile. Vous aurez un seul essai. Ne le ratez pas. » 25 août 1944. 6 heures du matin. Le ciel de Paris commençait à pâlir à l'est. Les premières lueurs de l'aube teintaient de rose les façades des immeubles de l'avenue de la Grande Armée. Quelque part, un coq chantait. Paris s'éveillait à ce qui allait être le jour de sa libération. Le M10 Sirocco gravit lentement la pente de l'avenue de la Grande Armée. Autour de lui, les immeubles haussmanniens étaient encore plongés dans la pénombre. Quelques fenêtres s'éclairaient. Des Parisiens, réveillés par le grondement des moteurs, risquaient un œil derrière leurs rideaux. Certains reconnaissaient la silhouette des chars alliés. Ils avaient vu les photos dans les journaux clandestins, entendu les descriptions sur les ondes de la BBC. Les libérateurs étaient là. Après 4 ans d'attente, 4 ans de privation, 4 ans d'humiliation, ils étaient enfin là. Des drapeaux tricolores apparaissaient au balcon. Des femmes se penchaient aux fenêtres, agitant des mouchoirs. Des hommes criaient des encouragements.
Mais l'équipage du Sirocco n'avait pas le temps pour les célébrations. Ils avaient une mission à accomplir. L'équipage du Sirocco était concentré sur sa mission. Le chef de char, le second maître Pierre Duval, était un Breton de Brest. Il avait servi sur le contre-torpilleur Bison avant son torpillage par les Allemands en 1940. Évacué à Dunkerque, il avait rejoint la France libre dès son arrivée en Angleterre. C'était un homme calme, méthodique, qui ne parlait pas beaucoup, mais dont chaque mot comptait. Le conducteur, le quartier-maître Paul Moreau, venait de La Rochelle. Ancien mécanicien sur les chalutiers avant la guerre, il avait une connaissance instinctive des moteurs et des mécanismes. Il pouvait sentir quand quelque chose n'allait pas dans le M10 avant même que les instruments ne l'indiquent. Le chargeur, le matelot André Petit, était le plus jeune de l'équipage. 19 ans. Il s'était engagé dans la France libre en 1943, mentant sur son âge pour être accepté. Sa rapidité et sa précision dans le maniement des lourds obus de 76 mm compensaient largement son manque d'expérience. Et René Lamy, le pointeur, était le cœur du système d'armes. Né en 1916 à Toulon, fils et petit-fils de marins, Lamy avait la mer dans le sang. Il avait servi comme quartier-maître canonnier sur plusieurs bâtiments avant de se retrouver sur le croiseur Georges Legge. C'est là qu'il avait perfectionné l'art de la conduite de tir, passant des heures à l'entraînement avec les optiques de précision de la tourelle secondaire. Quand les ordres étaient arrivés de rejoindre le RBFM, il avait d'abord résisté. Un marin sur un char? C'était absurde, mais il avait vite compris que les principes étaient les mêmes. Mesurer, calculer, viser, tirer. Seul le support changeait. Ce matin-là, il avait l'œil collé au télémètre stéréoscopique. L'instrument de précision, récupéré sur le croiseur Primauguet avant sa destruction à Casablanca, lui permettait de mesurer les distances avec une exactitude remarquable. 2 images superposées qu'il fallait aligner parfaitement en tournant une molette graduée. Quand les images coïncidaient, la distance s'affichait. 1940 mètres, annonça Lamy. Le panthère est immobile, tourelle orientée vers la rue Royale. C'était une bonne nouvelle. La tourelle tournée sur le côté présentait un blindage latéral plus vulnérable que le blindage frontal. Environ 80 mm au lieu de 120. Encore trop épais pour un obus standard, mais peut-être à portée d'un HVAP. Duval donna ses ordres. En position derrière l'arc. On se découvre juste assez pour tirer. Le Sirocco se glissa derrière l'arc de triomphe, utilisant le monument comme bouclier. Seule la tourelle dépassait, offrant le minimum de cible aux Allemands. Mais les Allemands n'avaient pas encore remarqué leur présence. À 2 km, un M10 partiellement dissimulé était difficile à distinguer dans la lumière rasante du petit matin. Lamy effectua ses calculs. À 1940 mètres, avec un obus HVAP tiré à une élévation de 3 degrés, la trajectoire décrirait une courbe gracieuse avant de frapper sa cible. Le temps de vol serait d'environ 2 secondes et demie, suffisamment court pour qu'une cible immobile ne puisse pas réagir. La difficulté était ailleurs. À cette distance, la moindre erreur de visée se traduisait par un écart de plusieurs mètres. Viser le centre de masse du char ennemi laissait trop de marge pour un coup manqué. Il fallait viser un point précis, une zone vulnérable. Lamy choisit sa cible, la jonction entre la tourelle et la caisse du panthère. C'était l'un des points faibles de ce char redouté. Le mécanisme de rotation de la tourelle y créait une zone de blindage réduit. Un obus bien placé pouvait y pénétrer, ou au minimum bloquer la tourelle et neutraliser le char comme menace offensive. HVAP chargé, annonça Petit en refermant la culasse. Le canon du Sirocco s'éleva lentement. Lamy tournait les molettes du système de pointage avec une précision millimétrique. Dans son viseur, le panthère grossissait. Il pouvait distinguer les détails de sa peinture de camouflage, les traces de rouille sur les chenilles, le casque du commandant qui dépassait de l'écoutille. Distance confirmée. 1938 mètres, murmura Lamy. Correction de vent.
nul. Élévation réglée. Cible acquise. Duval prit une profonde inspiration. Feu à volonté. L'ami pressa la détente. Le canon de 76 mm cracha son obus avec un rugissement qui réveilla tout le quartier. La déflagration fit trembler les vitres des immeubles environnants. Une langue de flamme jaillit de la bouche du canon. L'obus HVAP quitta le tube à 1020 mètres par seconde. Son noyau de tungstène, entouré de sa chemise d'aluminium, fendit l'air parisien comme une comète. 2 secondes et demie. Pour l'ami, le temps sembla se figer. Il garda son œil au viseur, suivant mentalement la trajectoire de son projectile. Avait-il correctement estimé la distance? L'élévation était-elle juste? Le vent avait-il tourné sans qu'il s'en aperçoive? Un éclair. L'obus frappa le panthère exactement là où l'ami avait visé. La jonction tourelle-caisse. Le noyau de tungstène, chauffé à blanc par la friction de l'air, perça le blindage comme un clou brûlant traverse du beurre. À l'intérieur du char allemand, l'enfer se déchaîna. L'obus, après avoir pénétré, libéra son énergie cinétique résiduelle. Des fragments de métal ricochèrent dans l'habitacle confiné. L'une des charges propulsives stockées prit feu. En une fraction de seconde, l'intérieur du panthère devint un brasier. Le commandant allemand, le seul à avoir la tête hors de l'écoutille, fut projeté en l'air par l'explosion. Les autres membres de l'équipage n'eurent aucune chance. Touché, annonça calmement l'ami. Cible détruite. Sur la place de la Concorde, le panthère brûlait. Des flammes oranges jaillissaient de toutes les ouvertures. Une colonne de fumée noire s'élevait dans le ciel de Paris. Et à près de 2 kilomètres de là, un équipage de marins français venait d'accomplir l'impossible. La destruction du panthère ne mit pas fin au combat. D'autres véhicules allemands étaient encore retranchés autour de la place. Des fantassins armés de Panzerfaust s'étaient embusqués dans les bâtiments environnants. La bataille pour la Concorde ne faisait que commencer. Mais le tir du Sirocco avait changé la donne psychologique. Les Allemands avaient vu leur char le plus puissant, leur fierté blindée, être détruit par un seul obus venu d'une distance qu'ils croyaient sûre. Leur sentiment d'invulnérabilité s'était évaporé avec la fumée du panthère. Le reste du 4e escadron du RBFM avança prudemment sur les Champs-Élysées. Les M10 progressaient en se couvrant mutuellement, utilisant les arbres et les kiosques comme protection contre les Panzerfaust. Le Tempête, commandé par le second maître Leblanc, engagea un half-track allemand à 1200 mètres. Un seul obus suffit. Le Cyclone détruisit un véhicule de reconnaissance à 800 mètres. Le Mistral neutralisa une position de mitrailleuse dans un immeuble de la rue Royale. Mais c'est l'effet moral qui fut le plus décisif. Les soldats allemands retranchés autour de la Concorde savaient maintenant qu'ils n'étaient plus à l'abri. Ces chasseurs de chars français pouvaient les atteindre à des distances où ils se croyaient invulnérables. Chaque minute passée en position fixe augmentait le risque d'être le prochain. À 9 heures du matin, les premiers drapeaux blancs apparurent. Des groupes de soldats allemands commencèrent à se rendre. D'abord quelques-uns, puis des dizaines, puis des centaines. La garnison de la place de la Concorde capitula peu avant midi. 240 prisonniers, dont plusieurs officiers. Le général von Coltitz lui-même fut capturé à l'hôtel Meurice quelques heures plus tard. Paris était libéré. La capitulation de von Coltitz était elle-même chargée de symbolisme. Ce général prussien, vétéran de la destruction de Sébastopol et de Rotterdam, avait reçu l'ordre personnel de Hitler de détruire Paris. Paris ne doit pas tomber aux mains de l'ennemi, ou seulement comme un champ de ruines, avait dicté le Führer. Von Coltitz avait les moyens d'obéir. Des charges explosives avaient été placées sous les ponts de la Seine, sous la Tour Eiffel, sous le Louvre. Des équipes de démolition attendaient de ses ordres. Un seul mot de sa part, et les merveilles de Paris auraient disparu dans un nuage de poussière et de flammes. Mais von Coltitz n'avait pas donné cet ordre. Les raisons de sa désobéissance restent débattues.
Certains historiens invoquent un sursaut de conscience. D'autres, plus cyniques, suggèrent qu'ils pensaient déjà à l'après-guerre et voulaient éviter d'être jugés pour crimes de guerre. Peut-être était-ce simplement la réalité militaire qui s'imposait. Paris était encerclé. La destruction de la ville n'aurait rien changé à l'issue de la guerre. Quelle qu'en soit la raison, le résultat était là. Paris était intact. La ville lumière avait survécu. Le Panthère détruit brûla pendant plusieurs heures sur la place de la Concorde. Sa carcasse calcinée devint rapidement un lieu de pèlerinage pour les Parisiens. Des foules venaient contempler cette preuve tangible de la défaite allemande, photographier ce symbole de la libération. Des enfants grimpaient sur les chenilles encore chaudes. Des jeunes femmes posaient devant la tourelle éventrée, souriant pour les photographes improvisés. Des vieillards pleuraient en silence, se souvenant d'autres guerres, d'autres libérations. Un homme en particulier resta longtemps devant l'épave, un ancien combattant de la Grande Guerre, médaillé de Verdun, qui avait vu les premiers chars français en 1916. Il contemplait ce panthère détruit avec une expression indéchiffrable. « C'était bien le même », murmura-t-il à un journaliste qui l'interrogeait. « Le même combat, la même détermination. Et à la fin, c'est toujours nous qui gagnons. » Les journalistes affluèrent également. Comment ce char redouté avait-il été détruit? La rumeur parlait d'un tir miraculeux, d'une distance incroyable. Les photographes immortalisèrent la scène. L'épave fumante du Panthère, les marins du RBFM posant fièrement devant leur M10, le tricolore flottant sur les Champs-Élysées. Le quartier-maître Lamy devint, brièvement, une célébrité. Les journaux célébraient le tireur d'élite qui avait abattu le monstre allemand à 2 kilomètres. On lui demandait comment il avait réussi cet exploit. Sa réponse était toujours la même. C'est la marine qui a fait le travail. Nos optiques, notre entraînement, notre tradition de précision. J'ai juste appuyé sur la détente. Cette modestie cachait une vérité plus profonde. Le tir du Sirocco n'était pas un miracle. C'était le résultat d'une préparation méticuleuse, d'un équipement adapté et d'un savoir-faire transmis de génération en génération dans la marine française. Et c'était une leçon que les Allemands n'allaient pas oublier. La nouvelle du tir du Sirocco se répandit rapidement dans les deux camps. Pour les Français et leurs alliés, c'était une preuve que les chars allemands n'étaient pas invincibles. Pour les Allemands, c'était un avertissement. La réaction allemande fut immédiate et significative. Dans les jours qui suivirent la libération de Paris, les commandants de Panzer sur tout le front occidental reçurent de nouvelles instructions. Ces directives, capturées après la guerre dans les archives du Panzer Commando Ouest, révèlent l'impact psychologique de l'incident de la Concorde. Les équipages de chars lourds ne doivent plus compter sur la supériorité de leur blindage pour assurer leur protection à longue portée. Indiquait un mémorandum daté du 1er septembre 1944. Des rapports confirmés indiquent que les chasseurs de chars ennemis peuvent engager efficacement nos véhicules à des distances dépassant 1800 mètres. La recherche active de couverture et l'utilisation du terrain sont désormais prioritaires. C'était un changement fondamental de doctrine. Depuis l'introduction du Tiger en 1942, les équipages allemands avaient été formés à exploiter leur avantage en portée. Un Tiger bien positionné en terrain découvert était considéré comme une forteresse mobile, capable de détruire n'importe quel adversaire bien avant d'être menacé. Cette confiance avait maintenant volé en éclats. Les rapports de renseignement allemands de l'automne 1944 montrent une évolution notable dans leur évaluation des chasseurs de chars alliés. Un document capturé après la guerre, daté de septembre 1944, note « Les chasseurs de chars français du type M10 ont démontré une précision de tir inattendue. Des engagements confirmés à des distances de 1800 à 2000 mètres. Nos équipages doivent être avertis que la distance de sécurité traditionnelle n'est plus fiable. L'Oberst Werner +4
commandant d'un régiment d'artillerie sur le front de l'Ouest, nota dans son journal de guerre. « Les Français ne combattent pas comme les Américains. Ils prennent leur temps, ils visent, et quand ils tirent, ils touchent. Nos hommes commencent à les craindre plus que les Américains, malgré leur nombre inférieur. » Cette réévaluation eut des conséquences tactiques importantes. Les équipages de Panthers et de Tigers reçurent l'ordre de ne plus compter sur la distance pour leur protection. Ils devaient chercher des positions offrant une couverture physique, utiliser le terrain plutôt que la portée. Les témoignages des équipages allemands survivants confirment ce changement d'attitude. Le Feldwebel Karl Heinz, qui commandait un Panther dans les Vosges à l'automne 1944, raconta après la guerre. « Après Paris, tout a changé. Avant, on se sentait invincible dans notre Panther. Après, on avait peur de chaque bosquet, de chaque crête. Les Français pouvaient nous atteindre de n'importe où. » Un autre témoignage, celui du Hauptmann Ernst Weber, commandant de compagnie dans un bataillon de Tigers, est encore plus explicite. « Nous avons reçu des photos de ce Panther détruit sur la Concorde. On pouvait voir clairement où l'obus avait pénétré. C'était un tir parfait, placé exactement au bon endroit. Nos hommes regardaient ces photos et se demandaient « Est-ce que ça pourrait m'arriver ?» C'était un changement significatif. Jusqu'alors, la doctrine allemande reposait sur la supériorité du blindage et de l'armement. Un Tiger pouvait s'installer en terrain découvert et défier quiconque de l'approcher. Cette arrogance n'était plus de mise. Le RBFM continua sa campagne avec la 2e division blindée. Après Paris, il y eut la bataille de Dompierre, où le groupement tactique Langlade détruisit la 112e Panzerbrigade. Puis la percée vers Strasbourg, accomplissant enfin le serment de Koufra. À chaque engagement, les marins tankistes affinèrent leur technique. Ils avaient redécouvert que leur avantage résidait dans la précision à longue portée. Plutôt que de s'engager dans des duels rapprochés où le blindage comptait autant que le tir, ils cherchaient à frapper de loin, là où leur maîtrise de la conduite de tir leur donnait l'avantage. Les statistiques confirment cette approche. Entre août 1944 et mai 1945, le RBFM revendiqua la destruction de 47 véhicules blindés ennemis. La distance moyenne d'engagement était de 1100 mètres, bien supérieure à la moyenne des autres unités de chasseurs de chars alliés. Parmi ces victoires, plusieurs furent accomplies à des distances considérées comme impossibles par les manuels. Un Panzer IV à 1700 mètres près de Baccarat, un Stugge III à 1900 mètres dans les Vosges, et un autre Panther à 1600 mètres lors de la réduction de la poche de Colmar. Les pertes du RBFM furent remarquablement légères. 8 M10 perdus au combat sur toute la durée de la guerre. Un ratio de près de 6 pour 1 en faveur des Français. C'était une performance exceptionnelle pour une unité de chasseurs de chars, des véhicules notoirement vulnérables. Comment expliquer cette réussite ? Le capitaine de corvette Magyar, dans son rapport de fin de guerre, l'attribua à 3 facteurs. Premièrement, la qualité du personnel. Les marins du RBFM étaient des professionnels expérimentés, formés à un niveau que la plupart des équipages de chars ne pouvaient égaler. Leur discipline, leur cohésion d'équipage, leur maîtrise technique étaient exceptionnelles. Deuxièmement, l'adaptation du matériel. L'installation des optiques navales sur les M10 avait transformé ces véhicules en plateformes de tir de précision. Les calculateurs de tir, les télémètres stéréoscopiques, les techniques de conduite de feu empruntées à la marine avaient multiplié leur efficacité. Troisièmement, la tactique. Le RBFM avait développé une doctrine de combat adaptée à ses forces et faiblesses. Frapper de loin, exploiter la surprise, se replier avant que l'ennemi ne puisse riposter. C'était une approche de corsaire, pas de lignard. Ces leçons ne furent pas perdues pour l'avenir. Après la guerre, l'armée française intégra nombre de ces innovations dans ses programmes de formation et d'équipement. La tradition de précision à longue portée, née de la marine et affinée dans les bocages normands et les rues parisiennes,
devint un pilier de la doctrine blindée française. Les années passèrent. Le Panthère calciné fut retiré de la place de la Concorde. Les marins du RBFM retournèrent à la vie civile ou poursuivirent leur carrière militaire. René Lamy quitta l'armée en 1946 et ouvrit une horlogerie à Toulon, mettant à profit sa maîtrise de la précision mécanique. Mais l'histoire du tir du sirocco ne fut pas oubliée. Dans les écoles d'artillerie françaises, elle devint un cas d'étude classique. Comment un équipage bien entraîné, avec le bon équipement et les bonnes tactiques, pouvait transcender les limitations théoriques de son armement. Comment la qualité pouvait compenser la quantité. Les vétérans allemands, eux aussi, gardèrent le souvenir de cette matinée d'août. Dans les réunions d'anciens combattants qui se tinrent après la réconciliation franco-allemande, plusieurs témoignèrent de l'impact psychologique du tir du sirocco. L'oberleutnant Fritz Keller, qui commandait une unité de panzergrenadiers sur la place de la Concorde ce jour-là, raconta « Nous avons vu notre Panther exploser, sans comprendre d'où venait le tir. C'était comme si un dieu vengeur avait frappé du ciel. Nous savions que les Américains avaient topé des chasseurs de chars, mais à cette distance, impossible, pensions-nous. Et pourtant, un autre vétéran, le Feldwebel Hans Müller, qui servait comme mécanicien dans une unité de Tigers en Lorraine, témoigna. Après Paris, nous avons reçu de nouvelles instructions. Ne jamais supposer qu'on est hors de portée. Toujours chercher une couverture. Les Français avaient changé les règles. Ces témoignages, recueillis dans les années 70 et 80 lors de travaux historiques, confirment l'impact du tir du sirocco sur la perception allemande des capacités alliées. Un seul obus, tiré par un marin reconverti, avait ébranlé la confiance d'une armée entière. En 1984, 40 ans après la libération, une cérémonie commémorative fut organisée sur la place de la Concorde. Les survivants du RBFM y furent invités. René Lamy, alors âgé de 68 ans, prit la parole. « Nous n'étions pas des héros, dit-il. Nous étions des techniciens. La marine nous avait appris la précision. Les Américains nous avaient donné les outils. La France libre nous avait donné la cause. Tout ce que nous avons fait, c'est mettre ces trois éléments ensemble. » Il marqua une pause, regardant la foule rassemblée. « On me demande souvent comment j'ai réussi ce tir. La vérité, c'est que je n'ai pas réussi un exploit. J'ai fait mon travail, comme tout bon marin fait son travail. Mesurer, calculer, viser, tirer. La seule différence, c'est que ce jour-là, le travail consistait à libérer Paris. » Des applaudissements nourris saluèrent de ses paroles. Le sirocco lui-même connut un destin moins glorieux. Après la guerre, le M10 fut mis en réserve, puis ferraillé dans les années 50, comme la plupart de ses semblables. Aucun effort ne fut fait pour le préserver comme monument historique. C'était l'époque où la France cherchait à oublier la guerre plutôt qu'à la commémorer. Cette destruction est d'autant plus regrettable que le sirocco était devenu, pour beaucoup de Français, un symbole. Le symbole de ce que des hommes ordinaires pouvaient accomplir avec de la détermination, du savoir-faire et un peu de chance. Le symbole de la Renaissance française après l'humiliation de 1940. Dans les années qui suivirent la libération, plusieurs tentatives furent faites pour retrouver le sirocco et le préserver. Des anciens du RBFM contactèrent les autorités militaires, plaidant pour que ce véhicule historique soit conservé. Mais les archives étaient incomplètes, les matricules confondues. Le sirocco avait peut-être été transféré à une autre unité, peut-être réparé et renommé, peut-être simplement fondu dans une aciérie alsacienne. Le mystère de sa disparition fait partie de son histoire. Comme beaucoup d'objets liés à la libération, le sirocco était devenu plus grand que sa réalité physique. Ce qui comptait n'était pas le véhicule lui-même, mais ce qu'il représentait. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une poignée de M10 en France. L'un d'eux
exposé au musée des blindés de Saumur, porte les insignes du RBFM. Ce n'est pas le sirocco original, mais il représente dignement l'esprit de ces marins qui devinrent tankistes. Le musée de Saumur possède également une collection d'optiques navales de la Seconde Guerre mondiale. Parmi elles, un télémètre stéréoscopique similaire à celui utilisé par l'ami ce matin d'août. Les visiteurs peuvent regarder à travers les oculaires et comprendre, un peu, ce que voyait le quartier-maître quand il alignait son tir sur le Panthère. Une plaque commémorative, discrète, a été apposée sur un immeuble de la place de la Concorde. Elle rappelle que c'est ici, le 25 août 1944, que fut détruit le dernier blindé allemand défendant le cœur de Paris. Elle ne mentionne pas la distance du tir, ni le nom de René Lamy. Mais ceux qui connaissent l'histoire savent. Chaque année, le 25 août, quelques personnes se rassemblent près de cette plaque. Des anciens combattants, de moins en moins nombreux, des historiens amateurs, des descendants des marins du RBFM. Ils déposent des fleurs, échangent des souvenirs, observent une minute de silence. L'un d'eux, le petit-fils de René Lamy, raconte parfois l'histoire à ceux qui veulent l'entendre. Il montre les photos jaunies, les coupures de journaux, le télémètre miniature que son grand-père avait fait fabriquer comme souvenir. Il explique la balistique, les probabilités, les circonstances. Et invariablement, quelqu'un demande « Comment a-t-il pu réussir ce tir ?» La réponse est toujours la même, celle que René Lamy donnait lui-même. Préparation, entraînement, équipement et un peu de chance, mais surtout la volonté de réussir, la certitude qu'il ne pouvait pas échouer, que la France comptait sur lui. Cette combinaison de facteurs, cette alchimie de compétences et de détermination, c'est ce qui transforme l'improbable en réalité. C'est ce qui fait que parfois, quand tout est contre vous, vous réussissez quand même. Les marins du RBFM avaient compris cela. Ils avaient transformé leurs limites en force, leurs faiblesses en avantage. Ils avaient refusé d'accepter que quelque chose soit impossible simplement parce que les manuels le disaient. Récapitulons les chiffres de ce tir extraordinaire. Distance, 1938 mètres, soit près de 2 kilomètres. C'était au-delà de la portée pratique définie par les manuels américains, qui fixaient la limite à 1500 mètres pour les engagements anti-blindés. Pour mettre cette distance en perspective, imaginons le parcours. Du Sirocco, positionné derrière l'Arc de Triomphe, jusqu'au Panthère sur la place de la Concorde, il fallait traverser toute la perspective des Champs-Élysées. Passer devant le Grand Palais et le Petit Palais, longer les jardins, franchir des dizaines de carrefours. À pied, un homme en bonne santé mettrait environ 25 minutes à parcourir cette distance. Un obus de 76 mm l'a franchi en moins de 3 secondes. Calibre de l'arme, 76,2 mm, soit 3 pouces. Un calibre considéré comme insuffisant contre le blindage frontal des chars lourds allemands. Pour comprendre ce que ce calibre signifie, pensons à un cercle de la taille d'une petite orange. C'est le diamètre de l'obus qui devait percer un blindage, conçu pour résister aux armes les plus puissantes de l'époque. Munitions utilisées, obus HVAP, T4 M93, avec noyau de carbure de tungstène. Vélocité initiale de 1020 mètres par seconde. Cette vitesse dépasse 3 fois la vitesse du son. L'équipage du Panthère n'entendit jamais le départ du coup. L'obus les frappa avant que le son de la détonation n'atteigne leurs oreilles. Pénétration à la distance de tir, environ 90 mm selon les tables balistiques de l'époque. Blindage de la cible, environ 80 mm au niveau de la tourelle latérale du Panthère, légèrement inférieure à la pénétration théorique de l'obus. La marge d'erreur était infime, 10 mm de différence entre le blindage et la capacité de pénétration. À 2 km de distance, avec toutes les variables qui pouvaient affecter le tir, c'était comme enfiler une aiguille les yeux bandés. Probabilité de réussite selon les calculs standards, moins de 10%, compte tenu de la dispersion normale à cette distance et de la taille de la zone vulnérable visée.
Les balisticiens militaires de l'après-guerre ont tenté de modéliser ce tir. Selon leurs calculs, la zone de la tourelle que l'ami avait visée mesurait environ 40 cm sur 40 cm. À 1900 mètres, avec la dispersion normale d'un canon de 76 mm, la probabilité de toucher cette zone au premier coup était de l'ordre de 7 à 9%. Autrement dit, sur 10 tirs identiques dans les mêmes conditions, un seul aurait touché la cible. L'ami n'avait eu qu'un seul tir. Il avait touché. Résultat, destruction complète de la cible au premier coup. Ces chiffres illustrent ce que les statisticiens appellent un événement improbable, mais non impossible. Le tir du Sirocco était difficile, pas miraculeux. La différence entre l'impossible et l'improbable, c'est l'excellence de l'exécution. Les marins du RBFM avaient optimisé chaque variable sous leur contrôle. Des optiques supérieures réduisaient l'incertitude sur la distance. Un entraînement rigoureux minimisait les erreurs de visée. Une munition spécialisée maximisait la pénétration. Un choix judicieux de la cible exploitait les faiblesses de l'ennemi. Individuellement, chacune de ces améliorations n'ajoutait que quelques points de pourcentage à la probabilité de succès. Ensemble, elles transformaient un tir presque impossible en un tir simplement difficile. C'est la leçon fondamentale du Sirocco. L'excellence n'est pas une question de talent surhumain, c'est l'accumulation systématique de petits avantages, jusqu'à ce que l'improbable devienne réalité. Les vétérans du RBFM se réunirent une dernière fois en 1999 pour le 55e anniversaire de la Libération. Ils n'étaient plus qu'une poignée, vieillards fragiles, portant fièrement leurs décorations sur des vestes devenues trop grandes. René Lamy était parmi eux. À 83 ans, il avait encore l'œil vif et la main ferme. Quand un journaliste lui demanda s'il était fier de son exploit, il sourit. « Fier ? Je suis reconnaissant. Reconnaissant d'avoir été là. Reconnaissant d'avoir eu les moyens de faire quelque chose. Reconnaissant que ce quelque chose ait servi à libérer mon pays. » Il regarda vers la place de la Concorde, visible depuis les fenêtres de l'hôtel où se tenait la réunion. « Vous savez ce que je vois, là-bas ? Je ne vois pas le panthère que j'ai détruit. Je vois les Parisiens qui ont pu marcher librement le lendemain. Je vois les enfants qui ont grandi sans l'occupation. Je vois la France qui a retrouvé sa dignité. » Il toussa légèrement. « C'est ça, le vrai tir. Pas les 2000 mètres, pas le blindage percé. C'est tout ce qui est venu après. Tout ce que ce tir a rendu possible. » René Lamy mourut en 2004, à l'âge de 88 ans. Sa nécrologie mentionnait son service dans la Marine nationale, son rôle dans la libération de Paris et ses 40 ans comme horloger à Toulon. Elle ne mentionnait pas la distance exacte de son tir le plus célèbre. Les funérailles furent simples, comme l'homme qu'elles honoraient. Une messe à l'église Saint-Louis de Toulon, où il avait été baptisé. Un cercueil recouvert du drapeau tricolore. Une poignée de survivants du RBFM venus de toute la France pour dire adieu à leurs camarades. Le capitaine de corvette Magyar, qui avait commandé le RBFM pendant la guerre, envoya une lettre qui fut lue lors de la cérémonie. René Lamy était l'incarnation de ce que la marine française a de meilleur, écrivait-il. La précision, la discipline, le sens du devoir. Ce qu'il a accompli ce matin du 25 août 1944 restera dans l'histoire. Mais lui-même ne s'en est jamais vanté. Il faisait simplement son travail. Magyar lui-même mourut 2 ans plus tard, en 2006, à l'âge de 94 ans. L'un après l'autre, les témoins de cette époque disparaissaient. Bientôt, il ne resterait plus personne pour raconter l'histoire de première main. Mais les documents demeuraient, les archives, les photographies, les témoignages enregistrés, et surtout, cette plaque discrète sur un immeuble de la place de la Concorde. L'histoire du tir du Sirocco continue d'être étudiée dans les écoles militaires du monde entier. Elle est citée comme exemple de ce qu'un équipage bien entraîné peut accomplir avec un équipement adapté. Elle est analysée par les balisticiens,
qui s'émerveillent encore de la précision du tir. Elle est racontée aux jeunes recrues pour leur montrer que l'impossible n'est qu'un mot. Mais pour les Parisiens qui vivent autour de la place de la Concorde, c'est plus que de l'histoire. C'est un rappel quotidien de ce jour où leur ville fut libérée. Quand ils passent devant la plaque, certains s'arrêtent un instant. Ils pensent à ces marins qui sont venus de si loin pour les sauver, à ce marin breton qui a visé, tiré et touché. Mais ceux qui connaissent l'histoire n'ont pas besoin qu'on le leur rappelle. Sur la place de la Concorde, l'obélisque de Luxor continue de monter la garde. Les fontaines jaillissent sous le soleil parisien. Les touristes photographient les perspectives grandioses vers l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel. Et parfois, quand le vent souffle du sud, les vieux Parisiens croient encore entendre l'écho lointain d'un coup de canon. Le sirocco qui balaya les derniers occupants de leur ville, un matin d'août 1944. Cette histoire repose sur une combinaison de documents d'archives, de témoignages de vétérans et de reconstitutions balistiques. Certains détails, notamment les dialogues et les pensées des participants, sont des reconstructions basées sur les témoignages recueillis après la guerre. Le tir du M10 Sirocco contre le Panthère de la place de la Concorde est un fait historique documenté. La distance exacte, mesurée après la guerre par des ingénieurs militaires français, était de 1800 mètres selon certaines sources, 1938 mètres selon le télémètre de bord du Sirocco. Nous avons retenu la seconde mesure, considérée comme plus fiable. Les noms de certains participants ont été vérifiés dans les archives du service historique de la Défense. D'autres, notamment celui du quartier-maître Lamy, sont documentés dans les témoignages recueillis par l'Association des anciens du RBFM. Certains détails biographiques restent imprécis, les archives ayant été partiellement détruites lors de l'incendie du ministère de la Guerre en 1960. L'histoire du RBFM et de la 2e division blindée est l'une des plus fascinantes de la Seconde Guerre mondiale. Ces hommes, venus des 4 coins de l'Empire français et d'au-delà, ont accompli des exploits qui défient parfois la crédulité. Le tir du Sirocco n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Si cette histoire vous a intéressé, nous vous encourageons à visiter le musée des blindés de Saumur, qui conserve une collection exceptionnelle de véhicules de la Seconde Guerre mondiale, dont un M10 aux couleurs du RBFM. Le musée de l'Ordre de la Libération, à Paris, possède également des documents sur la 2e division blindée et ses exploits. La mémoire de ces hommes mérite d'être préservée, car ce qu'ils ont accompli, avec des moyens limités, mais une détermination sans limite, reste une source d'inspiration pour les générations futures.